Bonjour, bonsoir téléspectateurs, téléspectatrices et fanatiques et amis junior bon bagay yo dépendamment qui côté et à qui l'on va regarder vidéo ça nous saluons mesdames et messieurs y'autre fois encore nous compte retrouver sur plateforme nan pour nous capable informer de toutes nouvelles qu'a fait actualité ya dans pays d'Haïti yon façon de spécial nous saluer toutes fanatiques toutes amis junior bon bagay yo ou même cap écouter nous dans pays d'Haïti ou même qui dans international là nous saluer tout le monde en général. OK. Mesdames et messieurs, situation qui compliquée dans le pays d'Haïti. Et de jour en jour, au lieu que gagner amélioration qui fait dans le pays, et c'est grave, bagarre lui-même, la vie plus grave dans le pays d'Haïti. Dossier insécurité qui participent à bandits, qui participent à tailler banda, bandits qui participent à prendre territoire pour yo dans le pays d'Haïti et citoyens qui en République dominicaine yo et côté et numéro yo déjà passé 27 000 citoyens haïtiens qui quitté, c'est pas quitté yo quitté mais côté autorité dominicaine yo qui déporté déjà plus passé 27 000 et dans Nations Unies mesdames et messieurs côté yo même yo te fait un reportage et vidéo y a montré c'est un bagay qui triste en pile les n'a regardé comment bandi yo même yo prend pays et pour compte yo dans Nations Unies yo t'a parlé des problèmes insécurité comment yo capable ouais pour yo aider population haïtienne dans situation ça même nous trouver nous aujourd'hui semblait li pacifier après et Nations Unies te fin voyer et quoi policier Kenya yo dans pays d'Haïti et policier ça yo nous capable dire c'est prend l'argent voyer la caillou et dossier insécurité situation les mêmes pas gain amélioration qui fait dans pays à côté bandi yo même yo continuer à prendre territoire pour yo continuer à mettre blocus dans tout corps pays mesdames et messieurs et gain plusieurs groupes policiers qui dans pays d'Haïti gain policier et Kenya, gain policier Bahamas, nan Caraïbes là, et bien plusieurs autres pays voyaient soldats dans le pays d'Haïti pour capable aider police nationale là combattre gang à meilleur. Et bien solution qui s'allie c'est bail police nationale là matériel, bail la d'Haïti matériel pour yo travail pour capable et combattre gang armé qui bay problème dans le pays d'Haïti. Je viens dis là et ça qui passé dans la police nationale là, ça qui passé dans le pays c'est un bagay qui triste en pile et police nationale là qui te fait une réunion pour yo capable rentrer dans opération avant réunion fini bandi yo getan connaît qui ça qui passé qui ça t'est passé dans réunion et dans Nations Unies yo parle tout des citoyens haïtiens yo qui en République dominicaine et côté autorité dominicaine yo même yo participant voyer haïtiens retourner la caillou dans mois octobre là et gagner yon numéro de haïtiens qui quitté ne pas dire quitté qui déporté par autorité et dominicain yo et déjà passé 27 000 citoyens haïtiens et côté dominicain yo même yo déporté citoyens ça yo. Nations Unies yo même yo décidé pour yo voyer l'autre corps dans pays encore pour yo comment yo capable et combattre insécurité cap ravager cap tailler banda dans pays ça va porter solution ça c'est pas solution la porter une bonne solution c'est bail police nationale la matériel bail l'armée matériel et je dis tout nèg k'ap bay bandi yo information ça passé dans réunion yo fait pour capable mettre pied à terre et c'est commencer marrer nèg ça yo. Mais là ces vidéos ça m'bral bon tande là c'est un bagage qui triste en pile ou même k'ap dormi c'est pour nous réveiller nous. On regarde ensemble avec moi mesdames et messieurs. La situation en Haïti est très critique surtout dans le capital. On peut dire même que dans le pays, il y a deux réalités. Il y a une réalité dans le capital qui est assez très alarmant, où les gangs ils continuent leur influence, leur contrôle de beaucoup de quartiers de la capitale. Et donc, ça veut dire que pour les personnes, pour la population, la vie est presque impossible. Ils sortent avec le risque d'être tués entre les balles perdues, mais aussi d'être attaqués. Ils s'empêchent pas du tout d'utiliser la viol collectif contre les femmes, les enfants.
Ils recrutent des enfants. Ça, c'est énormément inquiétant. Mais hors de la capitale, c'est différent. Ça veut dire, oui, c'est impacté par la violence et le fait que le capital est presque enfermé de reste du pays. Mais ça veut dire quand même la vie continue. J'invite les représentantes et représentants de Haïti, du Kenya et de la République dominicaine à participer à la présente séance. Il en est ainsi décidé. Au nom du Conseil, je souhaite la bienvenue à son Excellence Monsieur Roberto Alvarez Gil, ministre des Relations extérieures de la République dominicaine. J'invite les intervenantes et intervenants suivants à participer à la présente séance. Madame Maria Isabel Salvador, représentante spéciale du secrétaire général et chef du bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Et j'ai maintenant le plaisir de donner la parole à Madame Maria Isabel Salvador. Vous avez la parole, Madame. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, distinguished members of the Council, Excellencies, colleagues, ladies. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, Excellences, Mesdames et Messieurs, depuis mon dernier exposé devant le Conseil au mois de juillet, hélas, la situation en Haïti a empiré. L'on recense plus de 700 000 personnes déplacées internes. C'est une augmentation de 22% sur ces 3 derniers mois. Le processus politique, malgré des percées initiales dont j'ai fait état au mois de juillet, rencontre maintenant des obstacles de taille. À l'espoir a succédé une vive préoccupation. La situation sécuritaire reste extrêmement précaire, avec de nouveaux pics de violence aiguë. Les Haïtiens continuent de souffrir dans tout le pays alors que les activités des gangs criminels connaissent une escalade et concernent maintenant non seulement Port-au-Prince, mais des régions plus vastes, débordant l'appareil national de sécurité. La situation humanitaire est encore plus inquiétante aujourd'hui. Le 3 octobre, une attaque brutale, barbare, contre la petite ville de Port-Sondé, dans le département d'Artibonite, a fait 115 morts parmi les civils et des dizaines de blessés. Cette attaque a montré dans quel état d'insécurité les Haïtiens doivent vivre et entraîné une aggravation encore plus inquiétante de la crise humanitaire. Cet événement terrible qui a choqué tout le pays a poussé des milliers de personnes à fuir leur foyer, cherchant refuge ailleurs dans le pays. Et cela nous rappelle encore une fois à quel point l'insécurité continue de mettre sans dessus-dessous le quotidien des Haïtiens. Les attaques de gangs ont lieu aussi en mer. Des embarcations transportant des civils depuis la capitale vers d'autres zones d'Haïti ont été la cible d'attaques. Le personnel d'entreprises de transport international a été kidnappé, poussant certaines entreprises à suspendre leurs services vers Haïti. Au cours des 5 derniers jours, différentes zones de Port-au-Prince comme Solino, Nazon, Lower Delmas, Cité Militaire, Drouillard, Tabar, Croix-de-Bouquet, Cité Doudoune et Arcaé, dans le département de l'Ouest, ainsi que le département d'Artibonite, et plus précisément l'Ester, ont fait l'objet d'attaques répétées par différents groupes de gangs de l'Alliance Vivre Ensemble. De cette violence sur la population haïtienne. Des femmes, des hommes et surtout des enfants subissent de plein fouet les atrocités commises par les gangs qui se traduisent par des meurtres, des enlèvements et des violences sexuelles d'une brutalité inouïe dans les régions impactées. Les gangs utilisent systématiquement la violence sexuelle comme arme de terreur et de soumission, infligeant des souffrances indicibles aux femmes et aux filles, ainsi qu'à d'autres groupes vulnérables. Le peuple haïtien continue de souffrir dans des conditions de vie terribles, avec un accès de plus en plus limité aux services essentiels, notamment dans les zones où des milliers de personnes ont été déplacées, fuyant cette terreur. Depuis le premier déploiement au mois de juin, les contingents kenyans de la mission multinationale d'appui à la sécurité ont été rejoints par des forces venues des Bahamas, de Belize et de la Jamaïque. Environ 430 personnes sont maintenant déployées. Leur présence est une évolution dont nous nous félicitons, mais cela ne suffit pas, loin de là. Récemment, le président Ruto du Kenya a annoncé le déploiement ces prochaines semaines d'un contingent supplémentaire pour compléter les forces déjà déployées. Et naturellement,
Nous nous en félicitons. Malgré des promesses de dons, la mission multinationale d'appui à la sécurité reste gravement sous-financée, ce qui pourrait avoir des retombées négatives sur les déploiements et empêcher la mission de s'acquitter de ses tâches en appui à la police nationale haïtienne et aux forces armées d'Haïti. J'aimerais saisir cette occasion pour remercier les membres du Conseil d'avoir renouvelé au mois de juillet le mandat du BINU. Le mandat renouvelé nous donne le cadre dont nous avons besoin pour que le BINU puisse continuer son appui essentiel à Haïti au cours de cette période de transition. En réponse à la demande présentée par le Conseil, nous avons été à pied d'œuvre pour mettre sur pied une stratégie complète pour étayer le processus politique par et pour les Haïtiens. Cette stratégie tient compte du besoin d'un dialogue national inclusif renforcé, d'un appui consolidé aux réformes électorales et constitutionnelles, et d'une sécurité améliorée grâce à une coopération renforcée avec la police et la mission multinationale d'appui à la sécurité. Et bien sûr, j'aimerais également saisir cette occasion qui m'est offerte pour votre appui aux résolutions présentées concernant Haïti, y compris celles qui portent sur le régime de sanctions et le mandat de la mission. Excellence. Au cours de la période à l'examen, les progrès limités réalisés par les autorités nationales pour mettre en place les modalités transitoires de gouvernance arrêtées ont été balayés par les divergences de plus en plus grandes entre les différents acteurs de l'exécutif. Le 7 octobre, M. Leslie Voltaire a pris la succession de M. Edgar Leblanc comme président du Conseil présidentiel de transition. L'ordre de la présidence tournante a été modifié en raison d'allégations de corruption concernant 3 membres du Conseil. Les tensions entre le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement sont accrues. Les frustrations de l'opinion publique concernant les dynamiques difficiles qui ont des conséquences sur le travail des autorités de transition sont aussi plus importantes qu'avant et la confiance s'amenuise vis-à-vis du processus politique. Le BINU travaille pour renforcer la collaboration au sein de l'exécutif. L'exécutif doit agir à l'unisson, avec plus de sens des responsabilités pour relever les défis pressants du pays. Sécuritaire, politique ou de la bonne gouvernance doivent impérativement s'accompagner d'une lutte résolue contre l'impunité et la corruption, ainsi que d'un renforcement de l'état de droit. Les renforcements des institutions judiciaires haïtiennes et leur capacité à travailler en toute indépendance afin que justice soit rendue demeurent fondamentaux pour rétablir et consolider la confiance des citoyens dans leurs dirigeants et l'administration publique. Le Conseil présidentiel de transition a donné un mandat à une conférence nationale, un mécanisme pluripartite inclusif, lui demandant de proposer des recommandations sur les réformes constitutionnelles, le développement d'un nouveau contrat social et les nouvelles relations État-société, en ce compris des réformes au système judiciaire et l'organisation des institutions de l'État. Il est urgent d'autonomiser et d'appuyer le travail de cette conférence nationale, y compris pour éviter les délais dans la mise en œuvre de son mandat qui pourraient avoir des retombées négatives sur le calendrier électoral. La nomination de 7 des 9 membres du Conseil électoral provisoire qui ont pris leurs fonctions à présent représente un bon pas dans la bonne direction. Cela a eu lieu le 18 octobre. Cela étant dit, la pleine constitution de ce Conseil est une nécessité urgente. J'appelle les secteurs restants à présenter leurs candidats rapidement pour permettre à ce Conseil de travailler au complet. Une participation active à son travail de la part de tous les secteurs de la société est cruciale. Cela permettra de lancer pleinement les préparatifs en amont des élections, notamment concernant la feuille de route demandée par ce Conseil. Les secteurs femmes et défenseurs des droits humains ne peuvent être absents dans ce processus. Si des délais supplémentaires sont enregistrés, il y aura forcément des conséquences sur le calendrier électoral agréé. Excellence, la situation humanitaire reste extrêmement précaire. L'insécurité alimentaire concerne près de la moitié de la population et le contrôle par les gangs des principaux axes routiers a entraîné des perturbations importantes au niveau de la distribution des biens et services essentiels, d'où une flambée des prix. De nombreuses communautés sont au bord du gouffre en raison des pénuries de denrées alimentaires et des violences.
qui empêchent de cultiver des terres importantes. L'insécurité et l'instabilité économique conjuguées ont débouché sur des déplacements généralisés, j'en ai parlé. L'Organisation internationale des migrations a fait état d'une augmentation significative du nombre de personnes déplacées internes. En outre, seuls 20% des installations sanitaires à Port-au-Prince sont opérationnelles, 40% à l'échelle du pays. 45% de la population n'a pas accès à une eau propre. L'accès à l'éducation est entravé de façon significative. 1000 écoles ont fermé leurs portes en raison de l'insécurité. Excellencies, colleagues, ladies and gentlemen. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, excellents chers collègues, les nouvelles modalités de gouvernance pour la transition, le déploiement attendu de la mission d'appui à la sécurité, la perspective de la tenue d'élections avant la fin de l'année 2025 nous faisaient entrevoir il y a quelques mois une lueur d'espoir, mais l'heure tourne pour veiller à ce que les élections aient lieu de façon inclusive, crédible, avec la pleine participation de la société. Il est nécessaire de pouvoir compter sur un engagement robuste de la part de toutes les parties prenantes pertinentes à donner un nouveau souffle au consensus national et à accorder la priorité aux intérêts nationaux. Ce n'est qu'en faisant montre d'un dévouement inflexible pour servir la mise en œuvre de ces engagements arrêtés en mars 2024 que les élections pourront réellement contribuer à restaurer la gouvernance et la stabilité en Haïti. Il faut déployer davantage d'efforts pour étayer la reconstruction du sentiment de confiance nationale et garantir la légitimité du processus politique. Un appui à l'appareil sécuritaire haïtien et le financement à la hauteur de la mission d'appui à la sécurité sont des éléments fondamentaux du processus politique et appelons la communauté internationale à maintenir son soutien indéfectible au peuple haïtien dans sa quête de stabilité. Le BINU, en coopération avec ses partenaires, continuera à fournir le soutien stratégique nécessaire pour naviguer cette période critique. Les progrès sur les plans politiques, l'amélioration de la sécurité et les mesures ciblées contre tous les fauteurs de troubles qui continuent de menacer le cheminement d'Haïti vers la restauration des institutions démocratiques resteront essentielles à l'avenir. La résilience et la force du peuple haïtien sont extraordinaires et méritent notre soutien indéfectible sur tous les fronts. Nous devons rester déterminés à aider Haïti dans son chemin vers la sécurité, la stabilité et la prospérité. Je vous remercie. Je remercie Madame Salvador de son exposé et je donne maintenant la parole à Madame Catherine Russell. Excellencies. Excellences, chers collègues, bon après-midi à toutes et tous. Je me félicite d'être des vôtres pour cette discussion très importante sur la crise humanitaire qui empire à Haïti. J'aimerais remercier l'ambassadeur Pascal Berisville d'avoir permis l'organisation de cette séance d'information sous présidence suisse du Conseil de sécurité. Merci de m'avoir invité. Je m'exprime en tant que directrice exécutive de l'UNICEF et comme défenseuse principale pour Haïti. Depuis mon dernier exposé sur Haïti, la situation déjà catastrophique s'est détériorée encore davantage. Avec chaque jour qui passe, les Haïtiens continuent d'être victimes d'abus, de violations de leurs droits, de menaces qui planent sur leur vie parmi les pires au monde. Selon un rapport du mois dernier du HCDH, plus de 3600 personnes auraient été tuées. En 2024, les groupes armés se rendent coupables à intervalles réguliers de violations graves contre les enfants, y compris des meurtres et mutilations. Et cette année, nous avons constaté une augmentation spectaculaire du nombre d'incidents signalés de violences sexuelles contre les femmes et les enfants, y compris de violences sexistes. Les groupes armés ont recours activement aux enfants qu'ils recrutent dans leurs opérations. Selon nos estimations, les enfants représentent 30 à 50% des membres des groupes armés. Ils sont utilisés comme cuisinières, cuisiniers, esclaves sexuels, informateurs. Ils sont obligés de perpétrer des actes de violence armés eux-mêmes. Dans tout le pays, 5,5 millions de personnes, y compris 3 millions d'enfants, ont besoin d'assistance humanitaire pour cette partie de l'année. Près de la moitié de la population souffre d'une insécurité alimentaire aiguë.
et de malnutrition. Plus de 700 000 personnes, y compris 3 600 enfants, sont maintenant déplacés internes. Bon nombre de personnes ont cherché refuge chez des membres de leur famille. Des milliers vivent dans des camps surpeuplés et continuent d'être susceptibles de faits de violence ou d'exploitation. Rien que ce dernier week-end, les attaques sur la zone métropolitaine de Port-au-Prince ont fait encore 4 000 personnes déplacées de plus. Ce cycle de violence et de déplacement est maintenant mortifère et chamboule la vie d'enfants et de familles. La crise prive aussi les enfants de leur droit à l'éducation. Jusqu'ici, plus de 300 000 enfants ont été déscolarisés étant donné la fermeture des établissements qui sont aussi victimes d'attaques ou utilisés comme abris temporaires. Alors que commence une nouvelle année scolaire, les enfants déscolarisés courent un risque plus important d'être victimes de violences ou de recrutement. En outre, les violences et l'insécurité sapent les capacités des acteurs humanitaires à avoir accès aux populations dans le besoin. Nos équipes sont à pied d'œuvre et travaillent sans relâche pour parvenir aux personnes qui se trouvent dans les zones contrôlées par les groupes armés, avec certains succès, mais l'accès reste limité et imprévisible. Par conséquent, bon nombre des 1,6 million d'enfants et de femmes qui vivent dans des communautés assiégées sont privés d'aide humanitaire. Malgré les violences généralisées et les conditions humanitaires difficiles, les enfants et les familles reviennent parfois à Haïti. Souvent, les personnes qui regagnent Haïti sont extrêmement vulnérables, n'ont pas de ressources, de documents d'identité, pas accès aux services essentiels. Dans bien des cas, les enfants retournant en Haïti n'ont pas de membres de leur famille pour les aider et doivent se débrouiller tout seuls. Malgré les violences et l'accès limité, les travailleurs et travailleuses humanitaires continuent de travailler pour apporter un secours aux populations dans le besoin. Jusqu'ici, l'ONU et ses partenaires ont prêté main forte à 1,2 million de personnes avec la distribution de denrées alimentaires, l'accès à l'eau pour 1 demi-million de personnes. 300 000 enfants ont fait l'objet de tests pour voir s'ils étaient victimes de retard de croissance. Près de 600 000 personnes ont bénéficié de services sanitaires, mais nous devons aller encore beaucoup plus loin. Étant donné les conditions qui empirent jour après jour, nous devons de toute urgence étendre la riposte humanitaire, y compris dans les zones contrôlées par les gangs. Cette riposte doit aussi permettre de renforcer les capacités des organisations haïtiennes elles-mêmes sur le long cours. J'insiste, la riposte humanitaire doit être revue à la hausse, mais elle ne sera couronnée de succès que si elle bénéficie d'un appui robuste de la part de ce Conseil. L'heure est venue d'investir en Haïti, dans sa population, dans son avenir. Et l'heure tourne. J'exhorte les membres du Conseil à s'engager à prendre une série de mesures essentielles pour aider la population haïtienne. Tout d'abord, vous devez utiliser votre influence sur les acteurs étatiques et les groupes armés pour protéger les droits humains, mettre fin aux graves violations contre les enfants et faire cesser les attaques visant les infrastructures civiles. Deuxièmement, il faut revoir à la hausse les financements humanitaires flexibles allant vers les acteurs humanitaires sur le terrain. Le plan de riposte humanitaire pour Haïti est financé à 42% uniquement pour l'année 2024. Ensuite, il faut investir davantage de façon complémentaire dans les services sociaux de base, développer l'assistance pour permettre la résilience et le relèvement du pays. Et enfin, il faut améliorer l'appui aux opérations humanitaires sur le terrain à travers une protection. Excellence, c'est la dernière fois que je prends la parole devant vous en tant que défenseuse principale de la situation humanitaire en Haïti, désignée par le Comité permanent interorganisation. Je saisis cette occasion pour vous remercier de tous vos efforts pour remédier à cette crise. Je vous appelle toutes et tous à accorder la priorité aux engagements politiques et financiers pour Haïti, et ce de toute urgence, car le pays est à la croisée des chemins. Étant donné que le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement sont maintenant en place, ils pilotent les efforts et l'appui de la mission multinationale d'appui à la sécurité a commencé. Ce sont des étapes importantes et nous devons maintenant jouer notre rôle. La communauté internationale a les outils et les ressources nécessaires pour aider Haïti à sortir de la crise et à s'engager vers le relèvement. La question est de savoir si nous avons la volonté politique pour le faire. Pour faire ce que nous devons faire, c'est-à-dire travailler la main dans la main avec le peuple haïtien pour bâtir une société prospère et pacifique où les droits humains seront respectés et défendus. Je pense que nous pouvons le faire. L'heure est venue de le faire. Nous ne devons pas décevoir Haïti. Et je donne maintenant la parole à Madame Rosie Auguste du Sénat. Madame la Présidente, Excellence, merci de me donner l'occasion de vous informer aujourd'hui sur la situation générale des droits humains en Haïti.
Je suis Rosie Auguste du Sénat, avocate, militante des droits humains, responsable de programme au Réseau national de défense des droits humains, où je milite depuis 2002, et présidente du groupement Ensemble contre la corruption. Mesdames, Messieurs, le drame social, politique et économique que nous vivons en Haïti trouve sa justification dans l'impunité des crimes financiers et de droit commun. Pendant longtemps, nous avons cru que lutter pour le jugement et la condamnation des personnes impliquées dans la perpétration des actes attentatoires aux vies et aux biens des citoyens était suffisant. C'était sans mesurer à sa juste valeur le poids de l'impunité des crimes financiers. La corruption gangrène le pays. La gestion du dernier scandale ayant éclaboussé des conseillers présidents qui veulent à tout prix s'accrocher au pouvoir en constitue une preuve irréfutable. L'administration publique haïtienne est victime d'une vaste opération de pillage des ressources de l'État où fonctionnaires et cadres siphonnent les deniers publics et s'enrichissent illicitement. De plus, les armes, les munitions ainsi que les produits psychotropes sont vendus illégalement sur le territoire national. Et tout cet argent sale, généré par ces activités illégales, rentre facilement dans un système financier très peu contrôlé. C'est en raison de cette impunité des crimes financiers et de droit commun que des armes illégales circulent dans le pays, alimentant l'insécurité érigée en système. Que les bandits armés continuent de semer le deuil au sein de la population, tuant chaque jour, enlevant et séquestrant des personnes, orchestrant massacres et attaques armées, en sachant qu'ils ne seront jamais inquiétés par un appareil judiciaire très complaisant. Que les montants alloués aux services d'intelligence des différentes instances étatiques sont détournés. C'est encore en raison de cette impunité des crimes financiers et de droit commun qu'avec arrogance, les bandits continuent de mettre en place des postes de péage et exigent de la population haïtienne le paiement de droits de passage. Que des camps de fortune créés par des citoyens fuyant les massacres et attaques armées des bandits se multiplient de manière effrénée. Que les agressions sexuelles continuent d'être perpétrées dans un pays où les femmes et les filles sont constamment en danger, car les viols collectifs sont utilisés comme armes et le corps des femmes et des filles comme terrain de guerre. L'âge ne nous protège pas. Des fillettes de 3 ans ainsi que des femmes du 3e âge sont violées impunément. Notre lieu de résidence ne nous protège pas. Nous sommes pourchassés dans les camps de fortune ou jusque chez nous pour être violées collectivement. Et les survivantes, totalement détruites physiquement et psychologiquement, ne bénéficient d'aucune assistance des autorités étatiques. La justice haïtienne est tout aussi dysfonctionnelle que corrompue. Plusieurs parquets des tribunaux de première instance sont jonchés de commissaires du gouvernement et de substituts qui libèrent des membres de gangs armés contre pot de vin. Des juges peu courageux ne veulent pas décider sur les dossiers qui leur sont confiés pour instruction judiciaire. Des dossiers de corruption sont classés sans suite ou démantelés. Et dans certaines juridictions du pays, la justice se vend aux plus offrants et aux derniers adjudicataires.